Alors, du coup, j'ai envie de te poser une question. Tu en parlais un peu tout à l'heure en off. Qu'est-ce que tu as constaté, toi, la métisse qui revient au Sénégal? Parce que là, on en parle comme ça. Oui, on va rentrer. Il y a parfois cette utopie, je pense, de certaines personnes ici, de penser que, ouais, quand je vais arriver, ben, ce sont mes frères, on va m'accueillir. Oh là là! Qu'est-ce que tu as vécu, toi? Alors, par où commencer? Comment dire? Je pense que comme n'importe qui, je me disais « Oh, mais je vais arriver, j'ai un Master 2 en Management International, allez, je vais me taper le million direct. » Bah, pas du tout, en fait. Comment réussir son retour en Afrique? Aujourd'hui, on va parler avec une spécialiste de la thématique qui elle-même a fait son retour vers le Sénégal. Mais avant de retourner en Afrique, elle a vécu un moment très difficile dans sa vie au cours de sa carrière en France. Le racisme, on sait tous qu'il existe, mais très peu d'entre nous ont pu l'affronter de manière aussi frontale qu'elle. Elle a été dans une entreprise pendant laquelle elle a vécu du racisme quasiment au quotidien pendant 5 ans, mais contrairement à beaucoup de personnes, elle a décidé de contre-attaquer. Elle a poursuivi en justice la personne qui était à l'origine, le directeur qui était à l'origine de tous ces sévices. Et elle nous raconte aujourd'hui, étape par étape, comment elle a fait pour pouvoir remporter son procès au pénal, s'il vous plaît. De telle sorte que les uns et les autres sachent qu'il y a des droits en France, qu'il y a des droits dans le monde entier, en Occident, et que parfois la fuite que nous avons tendance à prendre comme solution de facilité n'en est en réalité pas une. Comment faire pour réagir face au racisme en entreprise et derrière, comment faire pour réussir son retour au pays. Cette situation qui aurait pu finalement la cristalliser et rendre impossible sa vie, elle a su la transformer en quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous besoin d'apprendre. Et pour ça, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'interview que vous n'allez pas voir passer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon et ici, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de business, de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va bâtir une communauté forte. Si tu veux participer à tout ça, je t'invite à t'abonner et à ne rater aucune vidéo en activant la cloche des notifications. Ici, sur Investir au pays, tu es sur le premier média en ligne destiné à la communauté noire qui parle de business. La liberté financière est un objectif plus atteignable que tu ne le penses. Mais tu continues à réfléchir sur les moyens possibles pour assurer ton avenir et celui de tes enfants. Sur comment profiter de la vie, ne plus être stressé au quotidien, sur tes fins de mois trop serrées ou être réduit à payer des factures qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il te faut, ce n'est nécessairement pas de longues années d'études. Alors, apprends à investir en bourse et obtiens ta liberté financière. Easy Finance Academy t'accompagne avec l'éducation et le mentorat d'un expert qui a fait ses preuves pendant 14 années dans le secteur financier. Dès maintenant, télécharge gratuitement les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs sur www.easyfinanceacademy.com. Bonjour Aminta. Hello Philippe. Et merci d'accepter de te prêter à l'exercice de l'interview. Ça fait longtemps que je voulais qu'on ait ce moment et enfin tu es de passage à Paris et donc on peut enfin tourner. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Bah, merci à toi déjà Philippe pour l'invitation. Alors moi c'est Aminta donc de Have a Peak. Donc je prône la destination Sénégal à travers mes réseaux. Donc c'est-à-dire une page Instagram, une chaîne YouTube, une page Facebook, un blog de voyage. Tout ça pour parler du Sénégal et surtout aider toutes les personnes qui veulent s'installer au Sénégal à travers du tourisme d'installation. Très bien. Alors, un événement qui a été marquant dans ta vie, et je crois que c'est un événement dont on a longuement parlé les précédentes années, c'était ton incident dans une entreprise. Ici, on prône l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important de parler aussi de cette réalité-là. On parle souvent des discriminations et du racisme. Il se trouve que toi, tu l'as vécu dans ta chair. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, alors bon, comme toute jeune étudiante, voilà, j'ai terminé mes études en fait en faisant une formation à distance. Donc, beaucoup disent formation en FAD, donc formation à distance, avec l'IAE de Poitiers. Donc, clairement, c'était une année où j'étais en alternance dans une société qui était dans le secteur du ferroviaire. Donc, clairement, j'ai été amenée à travailler avec des gros groupes comme des Alstom, Siemens, bon, bien sûr en sous-traitance. Donc, c'était super intéressant. J'ai pu toucher à énormément de choses, tout ce qui est enchères électroniques, je savais même pas que ça existait, des choses comme ça. Et malheureusement,
pendant 5 ans, et heureusement peut-être, on va dire ça comme ça, dans le sens où cette société m'a vu grandir. Donc je suis arrivée en tant qu'étudiante, j'ai été mariée, je suis devenue maman. Voilà, donc tout ça dans cette même société-là. Et c'est vrai que ça a été compliqué pendant 5 ans quand même, parce que j'ai eu droit à pas mal de propos racistes, d'insultes, de discrimination, d'harcèlement moral. Le tout mélangé, voilà, je te laisse un peu imaginer à quel point ça devait être compliqué. Mais voilà, c'était le passage obligatoire, on va dire, quand on veut se faire une place, entre guillemets, dans le sens où on arrive dans une boîte, on ne sait pas trop comment ça se passe, on est jeune, on grandit dans la société et effectivement, il y a eu certaines personnes qui ont abusé, voilà. Alors, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se manifeste? Parce qu'on parle souvent de racisme et autres, mais ça prend quelle forme? Qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que c'est dans la manière de faire? C'est dans ce qu'on dit? Alors, comment dire? Au début, je venais d'arriver, donc en tant qu'alternante, donc du coup, j'avais tout à apprendre, clairement. Ça veut dire, heureusement, ma formatrice n'était pas la personne avec qui j'ai les problèmes. Alors, pour expliquer un peu le contexte, c'est une société qui appartient à 3 frères. Donc, un qui est DG, l'autre qui est directeur juridique et financier, et le troisième qui est responsable comptable. Mais la société leur appartient de manière égale, parce qu'ils sont tous les 3 actionnaires à hauteur égale. Et du coup, là où c'est compliqué, c'est que quand le directeur général signe mon contrat, fois 3 ou 4, parce que j'ai eu droit à plusieurs CDD avant d'avoir le CDI dans cette société, en fait, à chaque fois, voilà, plus on avançait, et plus c'était compliqué. C'est-à-dire au début, le frère qui était responsable comptable, c'est avec lui notamment que j'ai eu différents problèmes, on va dire. Au départ, il disait pas forcément bonjour quand moi je venais dire bonjour, parce que en tant que bonne moitié africaine, on dit toujours bonjour et c'est important. Donc quand j'arrivais, je faisais le tour de la société, très rapidement bien sûr. Bonjour, ça va, allez, on avance. Bonjour, ça va. Et lui, à chaque fois, je lui disais bonjour et il répondait pas. Ou des fois, voilà, il levait même pas la tête pour ne serait-ce que me regarder. Bon, à la fin, au bout de quelques mois, je comprends, j'arrête de dire bonjour. Et puis à la fin, c'était des fois des choses, parce qu'on avait la même imprimante, donc des fois il a imprimé des choses à caractère un peu raciste, voire un peu, des trucs un peu misogynes, on va dire, et qui laissait traîner, voilà. Donc c'est-à-dire quand moi j'arrivais à l'imprimante, que je récupérais un document, je voyais un truc bizarre, qui parlait de nègre, qui parlait de, des fois c'était des croix gammées, c'était souvent des choses, dans ce contexte-là, trop bizarre. Et en fait, de ce que j'ai compris, parce que forcément, après, tu te tournes vers les collègues dans un premier temps, vu que, tu sais pas trop comment ça se passe, ta première expérience professionnelle, on va dire. Et tout le monde me disait, non, mais lui, il est un peu fou, il est un peu raciste et tout, donc c'est mieux pour toi de pas trop t'approcher de lui, de plus lui dire bonjour, tout simplement, et de rester dans ton coin, faire ton boulot, et c'est tout, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en suivant, bien sûr, le conseil un peu de tout le monde, il y a eu des événements comme Charlie Hebdo. Donc, c'était en 2015, je crois. Donc, ça faisait à peine 1 an que j'étais dans la société. Et là, il arrive face à mon bureau en criant, mais haut et fort, tout le monde a entendu. Alors, il faut savoir que les bureaux, ce sont des open space. Et là, c'était des choses comme « Et on a marre, France de merde, c'est nec, c'est bougnoul, et en plus, on les embauche. » Oh. Ouais. Et il faut dire que j'étais une des seules femmes black de la société, noire de la société. Il y avait un autre noir, mais qui était, on va dire, ouvrier, donc plus de l'autre côté, on ne le voyait jamais. Et j'étais la seule noire des bureaux. Voilà. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ah, effectivement, là, c'est même pas masqué, quoi. Ah oui, non, mais là, tout le monde, mais sans aucun doute, on venait juste de renouveler mon contrat. Donc, je venais de terminer mon alternance au bout d'1 an. Là, j'avais mon premier CDD. Et effectivement, il n'y avait pas de doute que c'était pour moi. Il n'y avait pas de doute. Et ça, c'est un épisode parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Donc ça, c'était le premier épisode. J'ai pas forcément déposé une main courante, parce que j'ai déposé des mains courantes pendant les 5 ans. Parce que dans un premier temps, on me disait non, mais t'inquiète, comme il a parlé comme ça, déjà, il y a eu plusieurs témoins. Nous, on va faire remonter à l'inspectrice du travail. Donc, c'est passé par le CHSCT, l'inspection du travail. Il y a eu un avertissement. Il s'est calmé pendant quelques temps. Derrière, il y a eu tellement d'autres épisodes. Enfin, des fois, c'était des choses, mais je sais pas, quand on se croisait dans les couloirs, c'était des insultes. Ça allait de connasse à d'autres insultes. Ou des fois, c'était oui, elle fout rien, elle traîne dans les couloirs, paye à rien faire. Enfin, des choses comme ça, quoi. Des petites réflexions qui font qu'à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, je me donne corps et âme pour une société où
Ok, je viens d'arriver, j'avais pas encore d'enfant, donc c'est moi qui faisais le service minimum. Quand chaque été, tout un service part en vacances et que moi qui n'ai pas d'enfant, c'est moi qui gère le service minimum juillet-août. Voilà, donc bien sûr, tout le monde a avancé à maximum le boulot pour que j'ai pas grand-chose à faire, mais il y a toujours des urgences à gérer dans tous les cas. Voilà, donc je partais toujours septembre, octobre, enfin, quand tout le monde revenait. Et c'était pas mal de choses comme ça, on va dire assez désagréables. Parce que lui, service minimum ou pas, c'était pas son problème. Le boulot, c'est le boulot, il fallait y aller. Et c'est surtout que comme c'était un des frères, donc la société lui appartient, forcément, il prenait pas beaucoup de vacances. Donc, quand tout le monde partait en vacances, je me retrouvais quasi des fois avec lui et le directeur commercial. Mais comme le directeur commercial est dans son bureau fermé, bon, il n'entendait pas non plus tout ce qui se passait en termes de réflexion, en termes de documents qui traînent, enfin voilà, des messages très explicites, quoi. Et puis tu vas vivre ça pendant 5 ans, jusqu'au jour où tu vas dire stop. Alors, en 5 ans, il s'est passé des choses. Donc, la première des choses, c'était notamment ça. La deuxième des choses, malgré l'avertissement de l'inspection du travail, tout ça, c'était l'événement des insultes dans le couloir. Donc là, je suis partie déposer quand même une main courante parce que ça commençait à faire trop. Surtout que j'avais eu pas mal de réflexions dans le sens où... j'ai eu aussi à vivre un événement assez compliqué dans la société, à savoir j'ai perdu des jumeaux. En fait, j'étais enceinte de 5 mois. Ah oui. Et donc, ça voulait dire 1 mois d'arrêt de travail. Et en fait, en revenant, j'ai eu des propos comme voilà, je me mets en arrêt, je suis payée plein pot parce qu'il y avait un maintien de salaire pendant 1 mois. Donc, pour lui, c'était pas normal. À croire qu'il avait complètement oublié la raison du pourquoi j'étais 1 mois en arrêt. Alors que moi, je revenais au bout des 1 mois en me disant j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de penser à autre chose et pas forcément de rester dans cette vibes assez triste. Et c'était compliqué, voilà, de manger ça au retour aussi. Enfin, donc voilà, il y a eu d'autres événements qui ont fait que suite à ça, je me suis dit non mais on va arrêter là parce que j'avais pas encore autre chose pour partir. Donc je suis restée. Et puis bon, j'ai aussi cette valeur du travail qui fait que je me voyais pas partir comme ça, dans le sens où j'ai toujours eu un peu de répartie pour des choses comme ça. Je lui ai toujours répondu. Et du coup, les années sont passées, donc j'ai déposé une première main courante, une deuxième main courante. Il y a eu les interventions. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une main courante? Alors une main courante, c'est quand clairement on va au tribunal, que clairement on explique ce qui s'est passé. Voilà, qu'on dise clairement, voilà, aujourd'hui j'étais dans mon entreprise, le responsable comptable m'a insulté de ça s'est passé comme ci, comme ça, il y a eu tel témoin, et voilà, en gros, il n'y a pas de raison, valable. C'est quoi la suite à une main courante? Pas grand-chose. Mais c'est bien de le faire dans le sens où ça m'a beaucoup aidé pour le pénal et pour le prud'homme qui est en cours, dans le sens où ce sont des preuves, dans le sens où il y a eu un premier avertissement, un deuxième avertissement, voire le troisième avec l'inspection du travail. Et tout ça sont des éléments qui montrent qu'il y a eu des choses qui se sont répétées dans le temps pour pouvoir être prises au sérieux derrière au pénal et au prud'homme. D'accord. Mais je disais, à quel moment est-ce que tu te dis donc, stop, il y en a marre. Déjà, je me barre de cette boîte. Ouais. Et il faut peut-être frapper un peu plus fort. Je dis ça parce que tu l'as bien expliqué. Quand on est dans ce genre de situation, on a toujours quand même la peur de ouais, mais si je me plains, je vais perdre mon boulot. Et tu vois, et je pense que cette peur-là fait que les gens soient silencieux et qu'ils subissent. Toi, à quel moment tu te dis c'est bon, il y en a marre, voilà. Alors, forcément, pendant ces années, j'en parle autour de moi, donc tout le monde me dit... Alors, déjà, dans la société, on me dit « Non mais, Aminta, tu n'es pas la première. Nous-mêmes, on a essayé de faire des choses. Il y a eu d'autres personnes avant toi qui ont subi du harcèlement moral de la part de cette personne. Et ça n'a jamais fini nulle part parce qu'ils sont puissants dans la région, ils ont de l'argent. Voilà, ils n'ont pas qu'une société, ils en ont plein. Donc forcément, même si tu tentes quoi que ce soit, ça finira nulle part. Ça va juste te prendre ton temps, ton argent. Et effectivement, j'y ai cru un moment. Parce qu'au départ, je me disais, effectivement, moi, à côté de ces gens-là, voilà, je suis qu'une personne qui essaie de s'en sortir, une jeune maman, jeune femme, voilà. Et c'est vrai que le jour où je me suis dit, ça va, enfin, on va arrêter là, ça a été la fois où, encore une fois, j'ai fait le service minimum pendant que tout le monde était en congé, où moi, je suis partie en Jamaïque et à Cuba
je me rappellerai toujours, au mois de novembre. Et quand je reviens, au bout de, je sais plus, 20 ou 22 jours, quand je reviens, donc j'étais super contente, j'étais reboostée à fond. Et que là, je me dis, allez, pour une fois, depuis que je travaille dans cette boîte, je vais y aller à 7h30. Donc vraiment super tôt, parce qu'habituellement, j'arrive à 8h, 8h15, allez, 8h30, le temps de déposer la petite à la crèche, tout ça. Et là, j'arrive, donc pour une fois, très tôt. Bien sûr, il y a des collègues qui arrivent aussi très très tôt, donc il était 7h45, quelque chose comme ça. Et là, je me rends compte, donc dans les premiers emails, que bon, il y a des choses que... Enfin, il y a des infos notamment que moi j'ai, que d'autres n'ont pas, au vu des mails que j'ai reçus. Donc, je me déplace directement dans le bureau de la personne en mode, bon, allez, là, ça commence à être urgent, tel dossier Pakistan, il faut que ça aille vite, donc je vais le voir directement au lieu de faire un mail. Donc là, j'y vais. Et en fait, en y allant, donc je me retrouve dans le bureau du collègue, on se dit bonjour, on commence à parler sérieux, il me sort son devis, on commence à regarder le devis dans le détail. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu as eu cette info, Enfin bon, je lui explique. Et puis il me dit, bah non, bah heureusement que tu viens me voir, parce que clairement, voilà, on aurait perdu encore une semaine, sachant que le directeur commercial est toujours occupé. Des fois même, il est en déplacement. Donc quand il est en déplacement, c'est moi qui donne les infos qu'il faut, voilà. Et au fait, pendant qu'on parle, la porte est ouverte. Et là, il y a le responsable comptable, pardon, qui passe et qui parle. Et là, il a eu rien d'autre à me dire. Il était 7h54. Et là, il me sort « sale négresse ». Et il se barre. Et là, je m'arrête. Je me dis, mais on est où, là? Et je regarde le collègue, je lui dis, mais t'as entendu? Il me dit quoi? Lui qui vient de passer, là? Je lui dis, bah oui. Il me dit, oh, mais tu sais, c'est un pauvre con, laisse-le. Et je le regarde, je lui dis, mais t'as pas entendu ce qu'il vient de me dire? Il me dit, oh, mais laisse. Parce que déjà, je sens qu'il veut pas être mêlé à ça, sachant qu'il partait à la retraite peut-être quelques mois après. Voilà. Et d'ailleurs, il me l'a bien fait comprendre par la suite. Et là, je lui dis, non, mais il vient de m'insulter, là. Et là, je lui dis, non, mais il est sérieux. Et là, je sors. Alors, il faut savoir que quand j'ai entendu ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'a fait l'effet, mais comme si on m'avait tapé, mais à distance. Ça m'a fait tellement mal, je me suis dit, mais c'est quoi ça, en fait? Et pourquoi? C'est gratuit. Enfin, qu'est-ce que je lui ai fait? Et je suis partie le rejoindre dans son bureau. Je lui ai répondu. Mais je pense que toutes les réponses, toutes les insultes que j'ai pu lui sortir n'étaient pas à la hauteur du mal, en fait, que je venais de ressentir. Donc, du coup, il a fallu que j'aille à mon bureau derrière me calmer. Et en fait, en me calmant comme je pouvais, bien sûr, à mon bureau. Donc là, il y a d'autres collègues, donc les heures passent. Il y a d'autres collègues qui viennent me voir en me disant « Ah, mais c'est la fête aujourd'hui. Encore une fois, tu as eu droit à des sacrés arguments. » Enfin bon. Et là, je regarde et je lui dis « Mais ok, d'accord. Donc apparemment, tu es au courant. Comment ça, tu es au courant? Parce que quand ça s'est passé, il n'y avait personne. » Et là, il m'explique que « Ah ben non, c'est pas moi qui suis au courant. C'est tel collègue qui était dans les toilettes. » Et en fait, comme du bureau de la personne, donc du collègue où j'étais, au bureau de la personne qui venait de m'insulter, il faut savoir qu'il y a les toilettes entre-temps. Et comme les toilettes, en général, voilà, c'est toujours des portes un peu qui claquent comme ça, enfin pas trop épaisses, machin. En fait, la personne avait entendu. Donc un deuxième collègue avait entendu. Le premier qui avait entendu, clairement, n'avait pas envie d'être mêlé à ça. Et ça s'est avéré vrai par la suite, parce qu'il n'a jamais témoigné en ma faveur, mais il a témoigné en disant, en la faveur de l'autre personne, en écrivant un peu ce qu'il voulait. Mais en tout cas, la personne qui a entendu dans les toilettes, derrière, je lui ai demandé automatiquement de m'écrire ce qu'il avait entendu, parce que pour le coup, je pensais qu'il n'y avait pas de témoin alors qu'il y avait un témoin. Et il m'a répondu en me disant j'avais pas envie d'être mêlée à ça, donc au niveau de la direction, qu'il fallait qu'il reste complètement anonyme, tout ça. Donc je lui ai fait comprendre qu'il n'y a pas de souci, voilà. Et derrière, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire je suis partie voir la médecine du travail, sachant qu'elle était déjà au courant, parce que voilà, chaque année, on va aller voir, on explique plus ou moins comment ça se passe dans la société, comment on se sent dans la société. Donc j'avais plus ou moins dit tout ce qui s'était passé auparavant, voilà, sans penser que ça allait être grave à ce point-là, parce que pour le coup, des propos racistes en direct comme ça, c'était vraiment la première fois. La première fois, c'était suite à Charlie Hebdo, donc voilà, là, il avait mis un peu tout le monde dans le lot. Mais c'était la première fois que j'avais droit vraiment à négresse, tu vois, genre conjugué au féminin. Et là, il n'y avait pas de doute, j'étais la seule femme noire de la société. Donc voilà. Et en allant voir la médecine du travail, voilà, donc clairement, elle m'a mis en arrêt. Enfin non, c'est même pas elle qui m'a mis en arrêt. Elle m'a renvoyée vers mon médecin généraliste qui, elle, m'a mis en arrêt.
Et en fait, ça a été arrêt sur arrêt sur arrêt sur arrêt jusqu'au jour où on m'a licenciée. Quoi? Ouais. Alors, ils étaient obligés de me licencier vu la procédure. Mais bon, je t'épargne les détails. Ok, d'accord. Donc au final, tu es licencié. Oui. Et tu as lancé une procédure. Oui. J'ai lancé la procédure prud'homale parce que c'était la plus évidente, la plus, on va dire, la plus logique dans le sens où mon employeur venait de me licencier, mais il était obligé de me licencier au final. Donc c'est là où je t'ai parlé des détails de la procédure. Mais grosso modo, en commençant la procédure prud'homale, j'ai fait appel aussi au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre, pour que je puisse poursuivre aussi au pénal. Donc il fallait attendre de voir si le procureur de la République allait poursuivre ou non, dans le sens où c'est lui qui décide si ça vaut le coup de poursuivre au pénal ou pas. Donc c'était assez grave et j'avais assez d'éléments solides pour qu'on puisse poursuivre au pénal. Donc j'étais bien contente de ça parce qu'au final, j'ai gagné le pénal suite au 7 avril. Donc justement, j'ai été appelée à la cour et tout ça pour répondre à tout ça. Voilà, et à ma grande surprise, je ne savais même pas, il y a eu un article qui est sorti dans la Nouvelle République, clairement, du coup que je t'ai envoyé. Et c'est vrai qu'au final, c'est quand même plus de 4 ans de combat. Entre-temps, il y a eu Covid, donc ça a peut-être rallongé au délai. Mais oui, c'était long et c'était hyper éprouvant dans le sens où quand on vit tout ça, au-delà d'être seul, de ne pas être forcément soutenu par ses collègues. Heureusement pour moi, j'ai eu 2 guerrières qui n'ont pas lâché l'affaire, qui vraiment ont témoigné en ma faveur et qui ont été d'un énorme soutien, notamment ma N+1, qui vraiment elle est restée dans la société pendant peut-être 1 an, je crois, avant de se réorienter dans autre chose. Elle a fait une formation derrière pour être formatrice, mais pour adultes. Et l'autre est partie bien avant ce qui s'est passé, parce que déjà, elle en avait marre des choses qui se sont passées précédemment. Donc voilà, elle est partie bien avant. Tu as gagné le pénal. J'ai gagné le pénal et c'est pour ça que je suis revenue en France, clairement. Et c'est la première fois, du coup, depuis que je suis sur les réseaux, que je partage ma vie de voyageuse, de grande voyageuse avec ma fille. D'ailleurs, le concept Dora l'exploratrice l'Afro et son sac à dos, ma fille. C'est la première fois, du coup, que j'ai dû laisser ma fille au Sénégal, quelque part, sans l'emmener avec moi durant ce voyage, parce qu'il fallait que je gère cette histoire, voilà. Donc, je suis arrivée le 6, le 7, j'étais au tribunal, quoi. Ouais, ok. Juste pour récapituler. Oui. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent des choses comme celle-là. Et la plupart du temps, malheureusement, les Africains ont peur. Oui. Peur de perdre leur changement de statut. Peur, c'est vrai. Faut le dire, c'est vrai. Peur parce que la situation administrative est précaire. Donc les gens ont peur de perdre leur changement de statut. Les gens ont peur de perdre leur boulot, d'être blacklistés dans un domaine. C'est vrai. De ne pas pouvoir retrouver du travail simplement. Ou alors ne savent même pas identifier parfois la gravité de ce qu'ils vivent parce que c'est distillé parfois dans des blagues. Toi encore, c'était dit de manière brutale. Oui. C'était quelqu'un finalement qui n'était pas très subtil. Mais en réalité, ça peut se faire de manière, et ça c'est peut-être plus grave, de manière anodine dans des petites blagues. Comment on fait, toi qui es passé par là aujourd'hui, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui est victime de ce genre de choses? Comment tu fais pour préparer un dossier en béton? Parce qu'au final, c'est ce qui t'a sauvé. Oui. Et malheureusement, quand on subit souvent ça, on ne pense pas à bâtir ton dossier au fur et à mesure. Parfois, on peut réagir de manière impulsive. Ah, il m'a dit ça, je fais ça, alors qu'en fait, non. Non. Tu accumules. Alors, c'est quoi la stratégie? Alors, je vais te reprendre sur l'aspect béton. Béton parce qu'il faut savoir qu'au final, j'ai eu une 20aine de témoignages. Ah oui. Dont je n'ai même pas eu besoin de demander aux gens. C'est-à-dire, parce que le procureur de la République a jugé que c'était assez grave pour poursuivre au pénal, derrière, la police a pris le relais et la police a convoqué quasi toute la société. Ah oui, intéressant. Intéressant. Donc c'est pour ça vraiment je te reprends là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose à préciser dans le sens où si le dossier est assez béton, derrière les témoignages qu'on pourrait avoir peur de ne pas avoir, on peut les avoir à travers la loi. Très intéressant, oui. C'est-à-dire en fait que si tu as peur parce que les gens vont te dire je peux pas m'exposer, je vais perdre, je vais aller à la retraite, ainsi de suite. Exactement. Là, le procureur peut obliger, il va convoquer des gens. Alors la police, c'est la police qui convoque les gens. Oui, c'est-à-dire il y a eu une descente de la police quand même dans la société aussi. Donc au final, c'est la police qui fait son enquête, qui descend sur le lieu de travail. Et qui collecte les témoignages. Et qui collecte les témoignages et qui convoque chaque personne au commissariat.
Ok, d'accord. Voilà. Et donc là, ça t'a donné un certain nombre de... Ça m'a donné les énormément témoignages, de- c'est très important dans ce truc, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut savoir que tout ce qui est harcèlement moral, parce que, alors, au final, j'ai gagné, mais avec la dénomination harcèlement moral. Ok. Alors qu'on partait sur du harcèlement moral et discriminatoire dans le sens où on rajoutait l'aspect racisme. Oui. Mais l'aspect racisme est très difficilement prouvable, dans le sens où on ne peut pas prouver qu'on a été victime de racisme pur et dur, dans le sens où derrière je suis restée dans la société, derrière j'ai eu un renouvellement de contrat, derrière, voilà. Donc, à défaut d'avoir le côté racisme, voilà, j'ai au moins gagné pour l'harcèlement moral. Mais bon, cela dit, il faut effectivement être patient, il faut être persévérant, il faut prendre sur soi. Mais toi, quels éléments tu avais pour convaincre le procureur d'aller plus loin? Parce que du coup, Alors, les témoignages dont tu parles viennent après. Oui. Quand tu vas voir le procureur, qu'est-ce que tu as? Quand j'écris au procureur de la République, clairement, j'ai déjà des éléments comme la médecine du travail qui a demandé une intervention à l'inspection du travail. L'inspection du travail qui a fait une descente aussi, qui a convoqué tout le monde, CHSCT, qui a déjà donné un avertissement. J'ai pas mal de témoignages en mail, bien sûr. Alors, quand je dis témoignages, c'est par exemple suite à l'événement Charlie Hebdo, tout le monde a réagi. Donc, tout le monde, oh, mais ça se fait pas, pourquoi il dit ça? C'est pas normal, oh là là, ça plombe l'ambiance, plein de choses comme ça, de toutes les personnes qui ont réagi, que j'ai gardées, parce que forcément, ce sont des mails que j'ai joints. Le mail de la personne qui a entendu ce qui s'est dit, je l'ai gardé aussi, je l'ai imprimé, je l'ai donné. Derrière, c'était aussi pas mal de screenshots qui, au final, bien sûr, il a essayé de faire en sorte que ça ne soit pas recevable, dans le sens où les éléments de la société n'ont pas à sortir de la société. Mais comme la police est partie récupérer des éléments dans la société, du coup, ces éléments sont recevables. Et au fait, dans les écritures comptables, parce qu'il était responsable comptable, il écrivait pas mal d'insultes aussi auprès de différentes personnes. Donc, j'étais pas la seule. Ok. Voilà, donc tout ça a été des éléments irréfutables. En tous les cas, l'affaire. fondamentalement, plutôt que de perdre ça, parce que parfois les gens, ils préfèrent la solution de la fuite, je me barre, je ne dis rien. C'est ça. Toi, tu as préféré attaquer. Parfois, c'est peut-être ce qu'il faut faire, en fait, pour faire stopper ce genre de... Oui, alors moi, je pense que c'est important de ne pas laisser tomber, dans le sens où aujourd'hui en France, il y a énormément de gens, en tout cas de Noirs en France, qui vivent énormément de choses discriminantes, au-delà de tout simplement trouver un appartement, trouver un boulot correct, à la hauteur en tout cas de ses diplômes ou des choses comme ça. En étant même dans une société, en travaillant comme une malade, j'ai eu droit à des choses comme ça, donc je pense que je ne suis certainement pas la seule. Maintenant, moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, mais il ne faut pas non plus démissionner pour autant, parce que c'est trop facile. Ça, pour moi, c'est vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête, je laisse tomber, je m'en vais, au lieu de vraiment gérer le problème. Et gérer le problème, pour moi, c'est important pour les générations futures. Moi, aujourd'hui, ok, je suis là sans ma fille, mais j'ai pris notamment l'article de la Nouvelle République. Je pourrais lui montrer en lui disant, voilà ma fille, tu peux être fière de ta mère, parce que à mon échelle, j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'on puisse respecter les Noirs en France. Voilà, et c'est important, enfin les Noirs et tout ce qui est étranger bien sûr, parce que pour le coup on est tous dans le même sac, hein. Les Arabes, voilà, les Asiatiques, enfin tout le monde quoi. Et c'est vrai que plus on va fuir ce genre de problème, moins on nous respectera au final. Aujourd'hui, qui va oser parler des Juifs? Tout simplement. Oui. Bah déjà parce qu'ils sont très procéduriers. Si tu franchis la loi, tu es poursuivi. Exactement. Et derrière tu es condamné. Et donc ça crée une sorte de crainte. Même si les gens ont des pensées racistes, ils les gardent pour eux, ils les disent dans leur chambre. Et ça évite la propagation d'idées comme celle-là. Suite à cette partie très difficile de ta vie, toi tu es une grande voyageuse, tu l'as dit. Et on peut le voir d'ailleurs dans tes blogs et chaînes, tu as décidé de retourner t'installer au Sénégal. Pourquoi ce retour vers la terre natale? Alors, il faut savoir que la décision ne vient pas uniquement suite à tout ce qui s'est passé, que je viens d'expliquer. C'était prévu 5 ans avant la naissance de ma fille, donc bien avant. Mais voilà, tout s'est fait là. Et c'est vrai que Covid a un peu accéléré les choses, à vrai dire. Dans le sens où je pouvais partir, tout était déjà lancé en termes de procédure. Donc, mon avocate n'avait plus qu'à gérer derrière. Et il y avait aussi l'aspect Covid qui a fait que quand on a cette richesse et ce luxe d'avoir une double nationalité, je pense qu'il faut savoir tirer la bonne carte au bon moment. Et en fait, moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'aurais pu attendre avant de partir. J'aurais pu attendre de mieux m'installer. C'est-à-dire pas attendre dans le sens où j'aurais déjà la maison prête.
peut-être déjà une voiture aussi qui m'attend, ou peut-être même un boulot. Mais en fait, non, je me suis dit, bon, j'ai pas envie que ma fille vive tout ça dans le sens où plus tard, j'ai pas envie qu'elle paye des séances au psychologue parce qu'elle est pas bien, parce que toute sa jeunesse, on lui a dit, il faut faire attention, faut pas trop s'approcher des gens, faut toujours mettre le masque. Bon, bref. J'ai préféré partir tout simplement au Sénégal, m'installer et accélérer un peu le processus d'installation qui était déjà en cours, dans le sens où ça fait déjà 10 ans que je fais des allers-retours. Et puis comme moi-même, j'ai vécu au Sénégal étant petite, j'ai vécu 5 ans au Sénégal, ça a été les meilleures années de ma vie. Hein. Franchement, une enfance au Sénégal, mais j'allais à l'école en calèche, j'avais des pélicans chez moi, des lapins, des moutons, tout ce que tu veux, et c'était juste trop bien, quoi. La plage, les animaux dehors, enfin, c'était juste extraordinaire. Et j'avais envie de laisser cette opportunité-là à ma fille, qu'elle puisse vivre tout ça. Et comme ça, peut-être qu'elle-même à son tour, elle parlera du Sénégal plus tard, en ayant la banane clairement. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je parle du Sénégal, je suis super contente, quoi. Je suis super contente aujourd'hui d'être partie comme ça. Bon, pour le coup, je suis en famille parce que les appartements coûtent super cher à Dakar. Mais voilà, ça se fait. Alors, du coup, j'ai envie de te poser une question. Tu en parlais un peu tout à l'heure en off. Ouais. Qu'est-ce que tu as constaté, toi, la métisse qui revient au Sénégal? Parce que là, on en parle comme ça. Oui, on va rentrer. Il y a parfois cette utopie, je pense, de certaines personnes ici, de penser que, quand je vais arriver, ce sont mes frères, on va m'accueillir. Oh là là! Qu'est-ce que tu as vécu, toi? Alors, par où commencer? Comment dire? Je pense que comme n'importe qui, je me disais « Oh, mais je vais arriver, j'ai un Master 2 en management international, allez, je vais me taper le million direct. » Pas du tout, en fait. Pas du tout dans le sens où le Sénégal, c'est peut-être pas le Congo ou d'autres pays. Alors, je parle du Congo parce que j'ai eu de sources sûres l'information qu'au Congo, quelle que soit ta situation, tu peux direct accéder à des postes, trop bien, quoi, dans le gouvernement et tout. C'est pas le cas au Sénégal. Donc, clairement, cela dit, en 1 an et demi de retour, j'ai pas mal travaillé. Donc, ça se fait. Quand on veut trouver du boulot, on en trouve. Bien sûr, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Clairement, ça veut dire toujours chercher du boulot, ça veut dire toujours envoyer des CV, ça veut dire avoir un minimum de quoi te déplacer pour aller à gauche, à droite. Parce que les entretiens, des fois, c'est là, des fois, c'est à l'autre bout. Bon, il faut avoir un minimum de quoi te déplacer pour les taxis à gauche à droite, parce que ça coûte extrêmement cher, les taxis. Ça, je pense que les gens qui connaissent Dakar, ils sauront de quoi je parle. Voilà. Et effectivement, des fois même, j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues. Dans le sens où j'arrive et je peux déranger dans certaines structures, parce que, comment dire, il y a certaines structures étatiques notamment, ils ont l'habitude de travailler comme ils bossent. Et c'est vrai que quand quelqu'un de l'extérieur arrive comme ça pour vraiment travailler, des fois ça peut déranger dans le sens où les gens ils ont leur petit confort, ils ont leurs petites habitudes et ils n'ont pas forcément envie que tu viennes mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai. Après, c'est vrai que j'ai pas eu non plus beaucoup d'opportunités de rentrer en contact avec beaucoup d'organismes étatiques. Donc pour l'instant, j'y vais en mode privé, solo, en investissement propre et on verra bien ce que ça va. Comment tu as été accueilli sur place? Alors, l'accueil... Alors aujourd'hui, ce que je constate clairement, c'est qu'il y a les locaux. Il y a les personnes comme moi qui sont rentrées, donc noires, qui sont rentrées, les REPAD. Et tu vas avoir les expats français, suisses, belges, bref, les blancs, quoi. Les immigrés, quoi. Voilà, t'as tout compris. Les migrants. Et c'est vrai que, on peut arriver aussi en se disant « Oh, de toute façon, toutes les personnes de France, on va se mélanger, on va rester entre nous, machin. » Bon, on va se retrouver aux soirées, on va se retrouver aux événements, mais le mélange n'est pas si fluide que ça. Voilà, moi, c'est ce que je remarque. Et c'est un peu malheureux et dommage parce que, au final, on a tous quelque chose à apporter au continent, au Sénégal. Et il y a beaucoup d'investisseurs européens, malgré ce qu'on peut croire. Enfin, quoique. Voilà, il n'y a pas que des Libanais, quoi. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que des Libanais, il y a aussi pas mal de Belges qui investissent. D'ailleurs, il y a l'événement là, du 21 mai auquel je participe avec Biteranga. Donc, c'est un Belge sénégalais qui est le promoteur de ce projet. Et il y aura la SPC, donc l'Agence pour le tourisme. Donc, je vais enfin les rencontrer en personne, chose qui ne s'est pas faite jusqu'à présent. Mais voilà, ça va être intéressant pour promouvoir la destination Sénégal.
D'accord. Est-ce que tu as le sentiment, parce qu'il y a souvent un truc qu'on dit notamment sur les métis, Oui. quand ils vont en France, on les qualifie de noirs, et quand ils vont en Afrique, on les qualifie de blancs. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un cliché ou c'est quelque chose que tu as confirmé toi? Oui, bah c'est vrai. C'est vrai. Mais là où c'est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis métisse, certes c'est apparent, mais il y a le métis culturel aussi. Oui. Et au fait, toutes ces personnes qui ont vécu très longtemps en Europe, quand ils arrivent au Sénégal, ils ne sont pas non plus des Sénégalais. Ce sont des petits Français qui sont noirs. Donc on va peut-être les appeler les Bounty ou des choses comme ça. Bon, c'est pas très gentil, mais voilà. Et parce qu'au fait, culturellement, ils ont cette mentalité occidentale, en fait. Donc ils sont aussi métis que moi, au final. Donc c'est plus une histoire de couleur de nos jours. D'accord. Voilà. Tu y es rentré aussi pour du business. Oui. Comment ça se passe pour toi en termes de business? Qu'est-ce que tu fais là-bas Alors, comme activité? Comment c'est accueilli? Alors, ce que je fais, c'est plutôt bien accueilli par les gens de la diaspora qui me suivent sur mes réseaux, donc sur Have a Peak. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, je fais la promotion de la destination Sénégal. Bien sûr, tout en fonds propres. Hein, je suis accompagnée par personne, je suis sponsorisée par personne. Et puis, d'un côté, bon, pour l'instant, c'est pas plus mal parce que ça peut me permettre, voilà, de dire clairement les choses. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Voilà, parce que des fois qu'on est un peu accompagné, voilà, il y en a qui sont pas très transparents. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est bien accueilli parce que j'ai quand même eu pas mal de personnes, donc allez, à peu près une dizaine depuis que j'ai commencé. Donc des gens que j'accompagne à travers le Sénégal. Donc je fais guide touristique pour montrer pas mal de choses au Sénégal. Donc on a quand même une diversité dans les paysages, aussi bien la montagne, la forêt de fromagers. On va avoir le désert, donc le plus petit désert au monde, il se trouve au Sénégal. On va avoir des cascades dans le Sénégal oriental. Et ça, moi, si on me l'avait dit à l'époque, j'aurais dit non, mais impossible. Moi, j'ai été bluffé par tout ce qu'il y avait au Sénégal quand j'ai commencé à visiter le Sénégal. Il y a tout là-bas. C'est incroyable. Ce pays est beau, d'une richesse culturelle. Et c'est tellement sous-exploité. Enfin, moi, ça me tue, quoi. Mais c'est ça, encore, j'ai pas vu grand-chose, mais tout ce que j'ai pu faire au Sénégal en termes de tourisme, c'est incroyable. Et comme d'habitude, on s'en minimise, on se dit, ouais, mais bon, il y a ça, il y a ça. Mais ailleurs... Donc, du coup, j'ai sorti mon guide. Sur le Sénégal. Donc, comme je dis, mieux que le routard, hein, c'est mon hashtag, mieux que le routard. Dans le sens où le routard, bon, et c'est connu, ok, c'est un grand... c'est un grand nom. C'est un grand groupe. Mais en même temps, le routard, c'est 30 Français qu'on envoie au Sénégal, dispersés dans les 4 coins du Sénégal, en leur disant, écrivez-nous des choses dans chaque ville. Donc forcément, c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont 30. Et puis, ils écrivent avec cette mentalité occidentale, on va dire, qu'ils sont, tout simplement. Ils écrivent pour les Occidentaux aussi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai des personnes métisses, couples mixtes, des gens de la diaspora, on va dire afro-européens, on va dire, qui m'ont fait part, notamment de certaines choses écrites dans le routard, en me disant, mais c'est pas normal, tu te rends compte, dans le routard, il y a écrit ça, alors que c'est pas du tout ça. Enfin, et là, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, mais en apportant peut-être cette culture plus africaine, sénégalaise, de mon point de vue, parce que j'ai quand même vécu aussi 5 ans petite au Sénégal. Et c'est vrai que je m'amuse à raconter par exemple des histoires, par exemple de génie, Mam Kombolambaye, qui est la génie protectrice de Rufisque des Lébous. Donc les Lébous, c'est une ethnie, voilà, un peu plus rentrer plus dans le détail, ce genre de choses. Et ça plaît pour l'instant. En tout cas, je vends ça en ligne, donc à travers PayPal. Alors sur mes réseaux, j'ai un lien PayPal. Les gens payent 25 €. Derrière, je leur demande de m'envoyer aussi leur adresse email et je leur envoie par PDF pour l'instant. Et j'espère pouvoir l'imprimer et pouvoir le mettre partout, le vendre sur Amazon. Mais pour l'instant, il faut des fonds que je n'ai pas. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre en place un lien crowdfunding, des choses comme ça. Et puis je me suis dit, bon, on va y aller mollo, on va attendre un peu. Et puis voilà. D'accord, ok. Je sais que tu as une activité de sac aussi. Oui. Alors, je vends des tote bags Have a Peak. Celui-là, notamment. C'est très joli. Donc,
Voilà, clairement, c'est assez grand. Ça met en valeur tout ce qui est artisanat local parce que je travaille avec un artisan tailleur. Et en fait, je paye plus que la normale, clairement, pour faire ça, dans le sens où ça me paraît important. Je peux toucher? Bien sûr, je t'en prie. Bon, il y a des choses dedans, mais voilà. C'est le but. Donc, clairement, l'avantage de ce tote bag-là, bon, tu peux voir, c'est qu'en fait, on peut y mettre un ordinateur à l'intérieur. Ah. On peut mettre une gourde, une bouteille 50 centilitres. Et puis, clairement, c'est grand, on peut tout mettre dedans. On va dire, pour éviter que ce soit un peu le bordel, voilà, il y a 5 poches pour ça. Et aujourd'hui, je vends ça à 30 €. Seulement. Et tu vends en France, tu livres, tu fais comment? Alors, pour l'instant, c'est en ligne. Là, j'en avais ramené 25. Tout est parti. Ah, tout est parti, mais c'est ça. Mais si quelqu'un veut son sac, il fait comment? Si quelqu'un veut son sac, il faut commande et il attend, c'est ça? C'est ça. Et il passe sur PayPal, il fait le virement et moi derrière, je lui envoie ça sur mon mondial. Dans les 25 €, tu as le transport, c'est ça? Ou il doit payer les frais? Alors, 25 €, c'est le guide, 30 €, c'est le tote bag. Le transport est inclus dedans? Alors, le transport, ça va être en plus. Donc là, je suis en train de voir avec une plateforme avec qui je suis en train de voir là les finalités du contrat, tout ça, pour qu'on puisse justement, pour que les gens puissent commander depuis le Sénégal et se faire livrer directement. Oui, je ne sais pas si que PAPS fait ça, je ne pense pas. Il y a Africom notamment. Ah, voilà. Il y a d'autres, peut-être Africrea aussi qui, je pense, fait ce genre de choses. Africrea aussi. Mais sinon, je suis en train de voir aussi pour avoir des boutiques ici en France. À Paris pour ça? C'est vrai, parce que tu peux avoir des boutiques où tu déposes. Oui, en mode dépôt-vente. Ouais, c'est ça. Je suis en train de voir ça. En tout cas, tu sais, moi j'aime beaucoup. Ouais. J'ai quelqu'un de mon équipe ici, Abdoulaye, qui avait fait un business comme ça il y a cela quelques années, de sacs, et qui marchait du tonnerre. Il avait plein de clients, mais il a été confronté à un gros problème, et c'est bien que tu sois sur place. C'était la fiabilité des fournisseurs au pays. Oh là là, oui. Moi, je suis derrière. Hein. Je suis derrière. Donc, les finitions, elles sont au top parce que je suis derrière. Ça veut dire, clairement, je suis là-bas avec mon ordi en train de bosser sur l'ordi. Et il travaille devant toi. Il travaille devant moi. Et dès qu'il finit, je regarde tout. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est tu recommences ou du coup, j'ai aussi perdu un peu de tissu dans le sens où un peu de tissu, un peu de. Voilà, c'est normal, c'est le prix à payer. C'est ça, parce que souvent, pour recommencer, en général, ça va pas très joli, donc voilà, ça veut dire allez poubelle, on recommence. Voilà, mais c'est le jeu, quoi. Voilà, faut être sur place, c'est clair. Très bien. si je te demandais, pour sortir de cette interview, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut rentrer s'installer en Afrique de manière générale, parce que je crois que qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou qu'est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut rentrer au pays doit savoir? Oui, donc pour quelqu'un qui veut rentrer, déjà, passer par Have a Pic, tout simplement. J'en profite pour faire la pub, hein, voilà. C'est bien. Voilà, donc clairement, moi, comment je procède, c'est vraiment, déjà, il y a du consulting, dans le sens où il faut déjà qu'on puisse échanger, voir quel est le projet de vie. Beaucoup rentrent, ont déjà une maison, beaucoup rentrent, ont plus ou moins de la famille, donc savent plus ou moins les grosses lignes de à quoi s'attendre. Maintenant, si c'est le cas, moi, je peux accompagner pour trouver l'école, pour trouver le premier logement. S'il n'y a pas de maison, voilà, faire la visite pour les personnes, bien sûr, avec un grand... on va échanger si la maison vous va ou pas, voilà, des choses comme ça. Sinon, ça peut être aussi dans l'investissement. Voilà, là, je commence à toucher dans l'immobilier, notamment, à savoir, bientôt, je vais avoir tout un immeuble là à vendre avec différents appartements, mais ça doit se concrétiser. Sinon, des fois, ça m'arrive d'avoir des terrains, des gens qui me contactent pour me dire, voilà, j'ai un terrain à vendre. Et bien sûr, avant d'en parler, je fais en sorte d'avoir tous les documents bien et en bonne et due forme. Sinon, j'en parle pas. Donc, d'ailleurs, j'attends d'arriver là très prochainement pour finaliser tout ça et pouvoir vous en parler clairement sur les réseaux. Mais sinon, les grosses lignes à savoir, je pense qu'il faut rentrer avec un minimum d'argent. Donc, moi, je dis en général, allez, à peu près 6 mois de salaire. Ça peut être bien de mettre ça de côté comme sécurité. Et d'ailleurs, Philippe en parle pas mal de ces 6 mois de sécurité au cas où, voilà, billet d'avion acheté dernière minute, je sais pas, problème de santé dernière minute. Bon, bref, voilà, qu'on puisse gérer ça. Mais d'avoir minimum ça sans y toucher. Et derrière, voilà, c'est de quoi, prévoir plus en tout cas pour pouvoir vivre. Et dans un premier temps, pour trouver du boulot, c'est plus facile d'être sur place, à défaut de trouver depuis la France. Voilà. Et puis tout ce qui est culturel, voilà, ça va rentrer dans l'aspect consulting que je fais. Alors après, il y a aussi un truc important à dire, c'est que quand les gens viennent bosser en Afrique, il faut bien qu'ils sachent que c'est pas comme en Europe. Tout à fait. Les mentalités ne sont absolument pas les mêmes. Tout à fait. Et puis surtout, il faut aussi le dire, beaucoup de personnes qui rentrent
qui étaient salariés en Europe ne rentrent pas pour être salariés en Afrique. Ils rentrent pour lancer leur projet. D'où l'urgence d'avoir un fonds qui va leur permettre de vivre le temps que le projet prenne. C'est ça. Alors après, il faut faire très attention. Moi, la première, j'ai failli faire cette erreur-là. C'est-à-dire, je suis arrivée en me disant, allez, je vais investir. J'ai déjà mon projet, business plan, tout calé. Au final, je me suis rendu compte que le Sénégal, comme l'Afrique, il faut avoir un carnet d'adresses, un bon carnet d'adresses. Parce qu'en fait, sans ça, le business, il va tomber à l'eau, quoi, clairement. Et ça peut être une grosse perte d'investissement si on n'a pas un bon réseau. C'est-à-dire, alors quand je parle de réseau, ça peut être tout simplement les compétences qu'il faut, avec les bonnes personnes qu'il faut aussi. Et en général, quand on est assez exigeant en termes de façon de travailler, culture du travail, tout ça, on peut être vite déçu. Et c'est là où le management est important, d'avoir un autre management que celui qu'on peut faire notamment en Europe. Merci beaucoup. C'est très intéressant de t'écouter parler du Sénégal. Je suis d'autant plus émerveillé que je t'ai vu progresser. Ça fait quelques années. Et puis, tu es parti de la France, tu es installé au Sénégal et aujourd'hui, les choses commencent à prendre et tu commences à faire tes produits là-bas. Donc, bravo pour ça. Et j'espère qu'on te reverra soit au Sénégal la prochaine fois que j'y serai. Avec plaisir. Soit ici. Je te montrerai quelques petits coins. Non, mais franchement, il y a une autre aussi qui fait très bien ça. Elle s'appelle Autour de Marie. Je sais pas si tu la connais. Je connais. Mais voilà, elle fait très bien ça aussi. Après, c'est différent. C'est pas le même concept. C'est pas le même concept du tout. Non, mais je veux dire, en termes de pépites, elle m'a fait voir des pépites aussi. D'accord. Et j'imagine que toi aussi, tu dois en avoir. C'est un pays qui est tellement riche que... Oui. Non, et puis clairement, alors, il faut savoir qu'en termes de tourisme, il y a le tourisme pour les locaux, donc ça, c'est une chose. Et puis, c'est vrai que pour les personnes de la diaspora, avec l'exigence des personnes de la diaspora, je trouve qu'il n'y a pas encore... c'est pas encore ça. Donc, je trouve qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Mais donc, tant mieux. Ouais, tant mieux. Il y a de la place pour tout le monde. Surtout que toi, tu es une grosse voyageuse, en fait. Tu as fait le tour du monde. Donc... J'ai fait 24 pays. Et quand je dis fait, c'est pas uniquement rester juste une semaine ou un mois. Je suis restée minimum... j'ai fait, par exemple, je sais pas, 7-8 pays. Je suis restée minimum 6 mois. Donc, j'ai vécu aussi dans ces pays-là. Et aujourd'hui, j'ai pas choisi ces pays-là, j'ai choisi le Sénégal. Donc, il y a bien des raisons. Et ça, tu en parles dans ta chaîne d'ailleurs. C'est ça. Suivez-la, c'est quelqu'un à suivre clairement, qui fait de très bonnes choses. Sénégal, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un pays que je recommande à 1 million de fois. Allez visiter au moins une fois et vous allez comprendre pourquoi on tombe amoureux du Sénégal. Très très beau pays, avec un potentiel touristique largement sous-exploité. Mais il y a des gens comme elle qui ont compris que c'est une niche et qui veulent travailler pour la développer. Donc bravo à toi d'avoir aussi su te reconstruire, de ne pas être resté sur cet événement négatif parce que malheureusement il y a des gens qui bloquent leur vie à un événement comme ça et 5 ans, 10 ans plus tard, il est toujours en train de ruminer. Toi, tu as su que c'était une époque, une période pas facile, mais tu as su déjà faire ce qu'il fallait faire et rebondir avant de partir et rebondir derrière. Donc. Non, mais c'est important dans le sens où il faut savoir aussi que chaque expérience nous forge et j'ai envie de dire à tous ces racistes, en tout cas, soyez plus calme, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vrai que Marine Le Pen a failli passer, mais soyez plus calme quand même, parce que sinon vous risquez de passer à la caisse maintenant. Mais il faut, clairement il faut. Après, tous ceux qui votent Marine Le Pen, c'est pas que par racisme. Il y en a qui en ont marre de la Macronie, qui ne veulent plus... Tout à fait. Donc, toi, tu dis Macronie. Moi, je dis macaroni. Attention aux poursuites. Tu me diras, les deux sont attaquables peut-être. Merci beaucoup, Aminta. Merci à toi. Au plaisir de te revoir. Carrément. Merci, Philippe. Ciao.